Et nous sommes dans l'impossibilité de le dire pour plusieurs raisons. Première raison, parce que c'est une population qui est une population de non-droit, qui est une population de marginaux, etc. C'est une population mobile, petit 2, et c'est une population qui prend place, encore une fois, à l'intérieur de socialités, à l'intérieur d'espaces sociaux dans lesquels il y a déjà des subsahariens. Comment faire la différence aujourd'hui entre des migrants subsahariens qui viennent au Maroc dans une hypothèse et dans un désir d'Europe, moi je dis un désir d'Europe, et dans un désir d'Europe, et par exemple des étudiants congolais, camerounais, sénégalais qui vivent au Maroc, mais qui ont fini leurs études parce qu'ils ont fini leurs études et qui restent au Maroc, etc. Donc, quelle différence entre des migrants, dits migrants subsahariens aujourd'hui, oiseaux de passage, et des gens qui ont travaillé dans des centres d'appel, qui ont été licenciés, qui se retrouvent licenciés en attente de travail, etc., etc. Donc on voit bien que non seulement il est impossible de mesurer, parce que, à part les satellites très performants de celui dont je parlais, nous n'avons pas d'instrument de mesure, nous avons affaire à une population extrêmement mobile, volatile, 2, et 3, encore une fois, nous avons affaire à des socialités qui sont aujourd'hui ignorées ou déniées par les mythologies que les institutions politiques s'inventent aujourd'hui. Donc la mesure est quelque chose qui est extrêmement difficile à établir. Alors l'autre question, évidemment, ça peut faire l'objet d'un débat, est-ce que nous avons besoin d'une mesure? Est-ce que pour comprendre comment vivent et pourquoi vivent les subsahariens au Maghreb, est-ce que nous avons besoin de mesures? L'anthropologue que je suis a tendance à penser que non. D'autres pensent que oui, c'est un débat, c'est une controverse. Toujours est-il que nous avons décidé de nous passer de mesures. Et nous avons décidé de privilégier, c'était le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, nous avons décidé de privilégier une posture de recherche plus anthropologique. Donc nous avons fait 3-4, nous avons ouvert en quelque sorte 3-4 fenêtres sur la vie des subsahariens aujourd'hui dans un pays comme le Maroc. Première fenêtre, qui était une fenêtre, je dirais, d'anthropologie urbaine. Nous sommes allés dans un des quartiers dans lequel il y a aujourd'hui une vraie visible présence de migrants subsahariens. Nous sommes allés dans un quartier populaire de Rabat, dans lequel il y avait cette présence, et nous avons essayé à la fois de faire l'histoire de cette présence, la manière dont ce quartier s'est constitué comme tel, et deuxièmement, une anthropologie des modes de vie et des modalités de relation avec la population marocaine dans ce quartier. C'était le premier travail que nous avons fait. La deuxième dimension était une dimension, je dirais, plus critique, c'est que si on prend au sérieux le fait que les migrants subsahariens au Maroc ne sont qu'un élément de l'ensemble des populations originaires de l'Afrique, des autres Afriques au Maroc, il fallait faire aussi un petit tour, un petit inventaire précisément de ces modes de présence. Donc nous avons travaillé sur les étudiants, nous avons travaillé sur... nous avons essayé parce que c'est un travail assez difficile, essayer de repérer les secteurs professionnels et économiques dans lesquels aujourd'hui on signale une présence subsaharienne au Maroc. Je rappelle quand même que ces secteurs peuvent aller de la médecine, il y a des médecins subsahariens au Maroc, en nombre, jusqu'au BTP, puisqu'on retrouve dans les bâtiments, jusque sur les marchés dans les joutillas où on trouve un certain nombre de vendeurs subsahariens, etc. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une grande diversité des modes de présence sur les marchés du travail marocain, une grande diversité de présence des subsahariens. Et ce seul élément de démonstration, de vérification, très facile à faire aujourd'hui, de mon point de vue, obligerait à changer complètement la représentation que nous avons. Et je dis nous, y compris en incluant probablement le type de travail que vous faites, les représentations que nous avons aujourd'hui des subsahariens au Maroc. Voilà. Donc nous avons essayé de voir un peu, en quelque sorte, autre chose que les migrants subsahariens pauvres et en difficulté. Nous avons essayé de voir ce qu'on a appelé, pour s'amuser, la creative class. La classe créative, c'est un concept américain un peu chic, donc ça fait chic dans une recherche de mettre un mot en anglais. La creative class, c'est-à-dire de voir un peu du côté... Vous avez des musiciens subsahariens aujourd'hui, vous avez 2 grandes boîtes de nuit à Casablanca spécialisées, etc. Donc vous avez dans les centres d'appel une présence subsaharienne très importante au Maroc.
vous avez des médecins, encore une fois, donc vous avez en quelque sorte une upper class, hein, si on dit les choses comme ça, présente au Maroc, et qui prend une place assez significative sur le marché du travail. Nous sommes allés les voir, et nous avons aussi essayé de comprendre quel type de rapport ils avaient précisément à l'intérieur de ces mondes subsahariens au Maroc. Voilà. Ça, c'est la deuxième piste que nous avons prise. Nazarena va en parler plus précisément. Elle a travaillé plus précisément sur le rapport entre Maroc et Sénégal, à la fois du point de vue de l'histoire et du point de vue de la domesticité. Grande question que celle de la domesticité. Grande question au Maroc, mais grande question dans laquelle les subsahariens apparaissent. Donc, je vais les laisser parler. Je voulais juste conclure sur ce qui me semble être, moi, un des apports importants de cette recherche en matière de... la manière dont la recherche fait sens par rapport à des discussions sur l'action, etc., c'est pas toujours de donner des éléments de conseil en disant vous devez faire ci, etc. Au contraire, moi je pense, mais encore une fois, on peut avoir une opinion différente. Je pense que l'essentiel de la recherche, c'est de restituer du débat et de la controverse là où on fonctionne sur des évidences. Et c'est-à-dire donc d'obliger un certain nombre de mythes, de lieux communs, des sortes de fausses évidences, comme cette histoire des chiffres, de nous obliger, nous acteurs sociaux, de nous obliger à les mettre en discussion et à revenir un peu précisément sur ces mythologies qu'on se fabrique dans l'action, parce que, encore une fois, on est dans des mondes et dans des objets qui sont très politiques, et l'essentiel, me semble-t-il, de ce qui est la politique, c'est bien le débat, la controverse, la remise en question des lieux communs, des mythologies, et que les catégories imaginaires à travers lesquelles nous fonctionnons ne sont utiles que si on est capable de s'en débarrasser quand elles sont obsolètes. Donc là-dessus, je crois que ce que nous avons amené et ce que nous amènerons dans ce travail de recherche, c'est précisément de remettre en question cette idée que les subsahariens seraient au Maroc des oiseaux de passage, migrants transitant vers un paradis européen qui les attire comme les papillons sont attirés par la lumière, mais de mettre plutôt en évidence tout simplement le fait qu'au Maroc, peut-être aussi en Algérie, il faudra en discuter, mais au Maroc en tout cas, il est clair que le Maroc est en train de devenir une société de migration. C'est-à-dire qu'il est en train, cette société marocaine, qui se développe économiquement, etc., est en train au fond de faire le même type d'évolution socio-économique que celle qu'ont fait des pays européens comme l'Espagne, comme l'Italie, etc. Elle est en train de devenir une société de migration. Ce qui pose un problème, mais qui n'est pas un problème au sens difficulté, qui est un problème au sens réflexion politique du terme, que la question n'est pas simplement d'accueillir, de protéger ou de laisser traverser des migrants, la question est de donner un statut à des gens qui s'installent dans une société. Et la question politique est totalement différente. La question n'est plus ou n'est pas seulement une question d'assistance, de protection, etc. La question est une question tout simplement, comme l'a dit Ismaïl, de statut de l'étranger dans une société ou dans des sociétés qui n'en sont pas pourvues. Des sociétés comme les sociétés maghrébines, au-delà de leurs caractéristiques culturelles, sont aussi des sociétés dans lesquelles le statut de l'étranger a été pensé par le haut, et par le haut de l'histoire coloniale. Donc les étrangers, ce sont les expatriés, ce sont ces Européens qui viennent travailler au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie. L'étranger n'a jamais été pensé par le bas, en quelque sorte, si je peux me permettre. Et donc, ça c'est une véritable révolution politique, imaginaire et culturelle, qui consiste aujourd'hui, précisément, à penser le statut de l'étranger par le bas. Mais ça n'est pas la même chose que, en quelque sorte, de penser un devoir d'assistance. Voilà. Donc nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est de dire le Maroc est en train de devenir une société de migration. Il y a des migrants qui s'installent au Maroc, qui prennent place dans cette société. Et d'ailleurs, c'est une vieille tradition. Ça date depuis les années 50, etc. Donc aujourd'hui, il n'est plus question simplement de penser l'assistance, il faut penser le statut d'étranger. Et penser le statut de l'étranger, c'est un problème, mais ce n'est pas un problème au sens drame du terme. Ce n'est pas dramatique de penser le statut d'étranger, parce qu'une société qui accueille des étrangers est une société riche. Et donc, le Maroc qui accueille des migrants n'est pas ce pauvre pays qui est menacé d'envahissement par des migrants pauvres qui viennent, etc. C'est un pays riche, tellement riche qu'il peut se payer aujourd'hui le luxe d'avoir des migrants qui intègrent son marché du travail. C'est une toute autre manière de penser les choses et de concevoir précisément le statut de l'étranger dans ce pays. Le Sahara aujourd'hui dans le Takadoum est lié en partie, pas seulement, est lié en partie
au fait que les logements qu'ils occupent, certains emplois qu'ils occupent, il y a par exemple un hammam qui est géré quasiment que par des subsahariens, etc. Les cafés, cybercafés, sont aussi des lieux qui ont été ouverts par des Marocains qui avaient vécu eux-mêmes en Afrique une expérience migratoire, qui avaient vécu en Guinée, au Sénégal, etc., qui sont revenus au Maroc et qui, eux, louent aux subsahariens, ouvrent un café subsaharien, etc. Pour dire qu'il y a bien de l'histoire et de la continuité migrante dans les relations aussi. La deuxième chose, c'était par rapport au travail, je crois que c'est important. Il y a aujourd'hui à Takadoum 2 bourses du travail qui sont spécialisées, bourses informelles hein, évidemment, 2 bourses du travail informelles spécialisées dans le BTP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qu'a dit Jean-Louis qui est très important, c'est qu'effectivement les rapports de travail changent au Maroc. Et qu'aujourd'hui un patron marocain ne peut plus demander à ses ouvriers marocains un certain nombre de choses. Moi c'est ce que j'appelle le rouillisme. Nous sommes frères et donc en tant que frères il y a des choses que je ne peux pas te demander. Voilà, c'est du pragmatisme professionnel mais c'est comme ça. Mais il y a aussi autre chose qui s'est passé. C'est qu'il y a eu ces 10 dernières années au Maroc d'énormes chantiers de construction qui ont complètement absorbé toute la main-d'œuvre marocaine disponible sur le marché du BTP. Et que donc aujourd'hui, toutes les petites entreprises du bâtiment, qui font dans la rénovation, dans la construction des villas, etc., se trouvent face à une pénurie de main-d'œuvre, tout simplement, de main-d'œuvre marocaine. Et donc vont chercher cette main-d'œuvre subsaharienne. Donc ce n'est pas simplement des effets qui sont des effets conjoncturels, c'est des effets structurels. Le marché du bâtiment au Maroc s'est complètement restructuré sur les grands chantiers qui ont absorbé la main-d'œuvre marocaine, et les petites entreprises sont obligées d'aller chercher une autre main-d'œuvre. Ça, c'est aussi un signe très fort d'installation, de sédentarisation, de stabilisation des main-d'œuvre. C'est en gros ce qui s'est passé en France dans les années 70 et qui a fait l'arrivée des migrants à l'époque maghrébins sur un certain nombre de marchés du travail.